Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et faites chacun un partage au moins. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour qu'Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs, Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers. Et que ceux qui ont finalement récupéré le pouvoir de transition ont chassé Zida. Ils l'ont pourchassé. Et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer à la politique. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Ils ont attaqué le 22 juillet parce qu'ils voulaient décapiter le régime malien, assassiner Assimi Goïta et libérer les 49 Wagner. Ils ont attaqué le camp de Kati parce que certains de leurs renseignements leur ont dit que les 49 Wagner y étaient en bonne partie incarcérés. Ils ont attaqué le camp de Kati dans l'espoir de désunir l'armée malienne parce qu'ils n'ont pas fait que cette attaque. Ils ont fait plusieurs attaques à plusieurs endroits au même moment. Leur objectif actuellement, c'est de disperser l'armée malienne. C'est de disloquer l'armée malienne. C'est d'éparpiller l'armée malienne. C'est d'affaiblir l'armée malienne. Et voilà pourquoi je vous rappelle ce que je vous avais dit. J'avais dit que la levée de l'embargo n'est pas une bonne nouvelle à tout prendre. Ce n'est qu'une bonne nouvelle partielle. Car ils vont utiliser la levée de l'embargo pour infiltrer davantage le territoire malien et frapper le régime de transition. Je l'avais dit. Quand j'analysais la décision du 3 juillet, je vous avais averti. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas euphoriques. La phase que nous commençons va être la plus difficile. Car il n'y a qu'une seule question qui se pose pour l'impérialisme occidental et sous-régional. Va-t-on laisser des dirigeants aimés par le peuple malien, menant une politique en faveur du peuple malien, des dirigeants épris de la volonté de liberté de toute l'Afrique, va-t-on les laisser prendre la tête du Mali? Si cela arrive, cela va faire basculer toute la sous-région en faveur de l'autonomie des peuples africains. Il faut donc savoir que l'impérialisme occidental est déterminé
par tous les moyens possibles à briser la dynamique positive qui a commencé au Mali. Et vous avez la même position que la transition malienne? Même avec celle-là, j'étais assez critique. La transition malienne ne résoudra rien. Ah oui? Non. Et pourtant, pour beaucoup, ils sont sur la bonne voie. Non, parce que les gens sont illusionnés aujourd'hui à partir du moment où vous dites « j'aime pas la France ». Vous avez 80% des gens qui vous applaudissent, ils ne savent même pas pourquoi. Donc il y a un conditionnement pavlovien autour des éléments qui sont arrivés à rupture. Hein. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, la présence de la France en Afrique, en raison des erreurs que la France elle-même a commises et multipliées, cette présence-là est arrivée presque à terme. Et les masses ont pris conscience d'un certain nombre de choses, elles ne les acceptent plus aujourd'hui. Donc vous admettez qu'il y a une certaine maturité au niveau de la masse, il y a une certaine conscience. Mais quand il y a au sein de la masse, évidemment, cette prise de conscience. Mais il ne suffit pas qu'il y ait cette prise de conscience pour qu'une élite veuille bien surfer sur ça. Il faut qu'elle lui donne un contenu et qu'il lui donne évidemment un programme par rapport à l'aboutissement qui peut être dans les intérêts du peuple. Comme on dit, le peuple ne se trompe pas, mais le peuple fait souvent des choix difficiles, hein, et évidemment paradoxaux. Hein. Mais il appartient à l'élite. C'est pour cela qu'on a dans les... bon, vous savez, les marxistes ont eu ce qu'on appelle l'avant-garde, même si eux aussi ils ont fait quelques erreurs. Il y a forcément dans une communauté un certain nombre de personnes qui, non pas parce qu'elles savent tout, mais parce qu'elles ont un minimum d'intelligence, je vais dire de formation, de connaissance des choses, peuvent anticiper ou regarder les combinaisons de telle sorte qu'elles soient profitables à la société. Voilà. Quand vous regardez Choguel Maïga, c'est un ancien de Moussa Traoré. Ce type-là ne peut pas être révolutionnaire. Ah, il peut pas être révolutionnaire. Lui-même le dit. Hein. On peut changer, non? Je crois que lui-même, il le dit. Il dit qu'il n'est pas révolutionnaire. Mais il surfe, effectivement, il est assez malin. Il surfe sur une vague favorable. Mais à mon avis, ils le font mal. Parce qu'aujourd'hui, tel que le Mali s'en va, le partenaire qu'ils ont choisi, parce que les Africains qui ont de la mémoire savent que les Russes, moi je demande à n'importe quel Africain qui a de la mémoire de me dire quel est ce pays africain aidé par la Russie qui est un exemple. Moi je sais qu'à la veille des indépendances, la Russie aidait la Guinée de Sékou Touré, quand Sékou Touré a eu des problèmes avec la France. Je sais que la Russie a aidé l'Angola avec la lutte de libération, le MPLA. Je sais que la Russie a soutenu un certain nombre de pays, mais ils ne sont pas nombreux. Mais tous, après, sont revenus dans le giron de l'Occident. Parce que finalement, on choisit entre la peste et le choléra. La Russie n'est pas, de mon point de vue, de ce point de vue de sa politique étrangère, dans des dispositions à accompagner pour l'émancipation. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans une posture de capitalistes pervers. Et pourtant, vous parlez de partenariat gagnant-gagnant. Quand je regarde... le Mali pense être en train sur la bonne voie, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme. Pour l'instant, moi, j'attends de voir. Moi, je n'ai pas vu un seul... Il y a plus de propagande que de vérité, des faits sur le terrain de la lutte. Si je dis ça, c'est comme si je prenais position. Je constate à partir des faits. Dites-moi, quel est le village malien dans le centre du Mali qui fait le continuum avec le Burkina Faso, où se trouvent tous nos problèmes d'ailleurs? Quel est ce village libéré aujourd'hui et où les populations sont reparties s'installer et qui peut servir d'exemple dans le cadre évidemment de la réussite de la lutte malienne? Moi, je veux bien. Je suis un vieux journaliste qui ne se contente pas des effets d'annonce.